Bonsoir, merci à tous d'être venus pour cette dernière conférence organisée par les Archives de Paris et le Comité d'Histoire, la dernière conférence de ce cycle. Mais nous poursuivrons et recommencerons cette collaboration l'année prochaine. Donc je vous remercie d'être venus nombreux pour cette dernière conférence. Je signale simplement que les conférences du Comité d'Histoire ne sont pas tout à fait finies puisqu'il reste aussi une ultime conférence demain au Petit Palais dans notre cycle consacré au Front populaire. Mais pour aujourd'hui, donc, nous continuons notre parcours du luxe, de l'artisanat, de la mode parisienne. Et je suis très heureuse d'accueillir Alexandra Boss, qui est conservatrice au musée Galliera, spécialiste du 19e siècle et qui vient aujourd'hui nous parler de la figure du couturier au 19e siècle. Voilà, très bonne conférence. Merci beaucoup. En janvier 1903, vous voyez ici, le magazine Femina publie une série de caricatures dessinées par Capiello, intitulée « Ce n'est pas rien, les célébrités de la mode ». Ici, on voit Caroline Reboux, qui est une modiste. Les commentaires sont explicites sur la manière dont sont considérées ces personnes, qui sont devenues des personnalités publiques, des célébrités, c'est bien le titre de l'article. Caroline Reboux, donc cette modiste, y est comparée pour son renom à d'autres célébrités de l'époque. Je cite, « Parisiennement, on dit Reboux tout court, et non Caroline Reboux, comme on l'avait en tête des factures, comme on dit Réjeanne, la célèbre comédienne, ou Potin, alors j'imagine qu'il s'agit de Félix Potin, l'enseigne d'épicerie bien connue. Dans le même... Alors, ça va être un peu laborieux pour passer les images, mais c'est comme ça. Dans le même numéro, ici, on voit une caricature de la figure de Paquin. Paquin est cette fois-ci décrit en ces termes. Il aime beaucoup qu'on parle de lui, en bien, en mal, peu lui importe, pourvu qu'on en parle. Cette omniprésence médiatique, qui peut nous rappeler d'ailleurs certaines figures contemporaines, est bien sûr un moyen de publicité pour sa maison, mais elle témoigne aussi du statut, plus ou moins nouveau, on va le voir, que cherchent à conquérir les couturiers en ce début du XXe siècle. Je vais revenir sur l'évolution historique de ce métier, de cette catégorie socio-professionnelle, puisque c'est vraiment sous cet angle que je vais aborder la question du couturier. Cette catégorie socio-professionnelle, donc, connaît une évolution importante au XIXe siècle. Tout d'abord, il faut rappeler que ce métier se masculinise, alors qu'il était traditionnellement une activité féminine. Au XVIIIe siècle, ainsi, certes, il y avait les tailleurs qui étaient fabricants de corps à baleines, qui étaient des hommes, mais ce sont surtout les couturières et les marchandes de mode qui fournissaient les clientes. Ici, vous avez une publicité qui date de 1859, mais qui est plutôt encore dans la tradition de la manière dont les couturières se présentent dans les années 1830. Et vous avez entre autres Madame Palmyre, là c'est l'association de Mesdames Palmyre, Chartier et Legrand, ça date de 1859. Et vous voyez qu'elle, Palmyre, grande couturière des années 1830, vous voyez qu'elle se qualifie de couturière en robe. On voit bien le métier utilisé est le terme est celui de couturière. En 1791, les corporations avaient été supprimées et jusqu'à l'ouverture de la maison Worth et Boberg en 1858 et d'autres, il y avait aussi d'autres maisons qui ont ouvert comme Émile Pingat à la même période. Encore une fois, à l'exception d'Hippolyte Leroy sur lequel on reviendra, tous les fournisseurs de mode sont bien des femmes, ce sont, je l'ai dit, des couturières. Je parle ici de Worth et Boberg. Publicité qui date de 1859, donc très tôt, un an après l'ouverture de la maison. Vous voyez ici, on ne voit pas ni le terme de couturier, ni évidemment de couturière, puisque c'est un homme. Worth est le créateur, Boberg est son associé. Et ici, il se qualifie simplement de spécialité, on voit simplement écrit spécialité de manteaux et de robes. Donc lorsque cette maison s'ouvre, elle se dénomme d'ailleurs maison spéciale de nouveautés confectionnées, et on ne parle pas de couturier, ni de haute couture. Dans le bottin du commerce, la catégorie couturière et les catégories nouveautés confectionnées prévalent pour longtemps. Le terme même de couturier va être assez vite utilisé, mais seulement par les journalistes et les caricaturistes. Donc c'est vraiment vu comme une masculinisation d'un terme canonique qui existe, celui de couturière, et pour s'en moquer, on va dire il y a des couturiers. Mais ce n'est vraiment pas un terme officiel de corporation, si on veut. Si on se penche sur l'évolution même de la terminologie employée pour désigner ce métier, sous le Premier Empire, j'y reviendrai, il y a eu un premier couturier, Hippolyte Leroy, qui se dénommait marchand de mode, c'est ce qu'on voit sur ses factures, et on parle aussi à son sujet de modiste. Modiste qui est un terme qu'on associe au XXe siècle davantage aux fabricants uniquement pour chapeaux féminins, mais modiste au XIXe peut aussi recouvrir la qualité de fabricant de couturier, de fabricant de robes. Worth, lui, je l'ai dit, parle de maison spéciale de nouveautés confectionnées, et c'est seulement à partir des années 1880 que le terme de couturier apparaît dans le bottin du commerce.
Pour revenir à Charles Frederick Worth, il est considéré comme le père de la haute couture, donc je vais revenir très rapidement sur ce qu'est la haute couture par rapport à la confection. Il a établi un système commercial nouveau, inspiré du monde des magasins de nouveautés, entre autres de Gagelin, chez qui il a fait ses premières armes, dont il est issu. Les clientes font leur choix, à côté des commandes spéciales, parmi une série de modèles qui leur sont ensuite adaptés. Et les modèles sont ceux qui sont créés, et ça c'est important ce terme de création, par le couturier. Et ça c'est vraiment un système commercial nouveau, mais qui en fait paradoxalement est adapté de celui de la confection. Donc c'est assez difficile, c'est très paradoxal de voir que la haute couture est en fait issue de la confection. Pourtant, je l'ai dit, ce métier n'est pas encore défini en tant que tel. Ainsi, lorsqu'en 1868, une chambre syndicale est créée, elle regroupe tous les types de fabrication de vêtements féminins pour les femmes et pour les enfants. Il s'agit de la chambre syndicale de la couture et de la confection pour dames et fillettes. On voit bien que est regroupé dans cette chambre syndicale la confection et la haute couture. À noter que les tailleurs, eux, sont à part, puisque les tailleurs qui s'adressent aux hommes utilisent une technique différente, ils utilisent des lainages, ils coupent de manière différente, ils mesurent le corps de manière différente, ils utilisent des instruments qui sont différents, qui sont notamment les fers chauds, donc qui demandent une force physique, et ils ne vont avoir une clientèle féminine que pour les vêtements de sport, c'est-à-dire les vêtements d'Amazon, pour lesquels donc les femmes vont aller chez les fameux tailleurs. Et ensuite, à partir de milieu des années 1880, on va dire 85, vraiment le début et surtout 90, il y aura un nouveau phénomène de mode, une nouvelle création, la naissance d'une nouvelle typologie qui est celui du costume tailleur, donc qu'on connaît même encore aujourd'hui, qu'on appelle le tailleur plus communément, donc il y a un vêtement de jour qui est fait justement à l'origine par un tailleur, Redfern, qui est un Anglais, et il y aura un tel qui va s'adresser à un public féminin comme un vêtement de jour un peu plus sportif au départ, et puis on va dire vraiment un simple vêtement de jour quotidien. Et de ce fait, comme les clientes vont en raffoler, cette typologie va intégrer la maison de couture, et les couturiers vont aussi faire œuvre de tailleur pour femmes. C'est en cela qu'à partir de cette période-là, et on a toujours le cas aujourd'hui, au sein des maisons de haute couture, on a la division en plusieurs ateliers, qui est encore plus nombreux au XIXe siècle, mais la grande bipartition est celle d'un côté l'atelier tailleur et l'atelier flou. Donc l'atelier tailleur qui va justement, travailler d'une manière complètement différente avec un personnel essentiellement masculin, et l'atelier flou qui est au 19e est subdivisé en énormément de sous-tâches, on va dire. Pour les robes, là sont des petites couturières, des premières, des secondes et des petites mains, des tarpettes. Voilà. Pour revenir à l'évolution même strictement formelle du métier, ce n'est qu'en 1911 que sera créée la Chambre syndicale de la couture qui, elle, là j'insiste bien dessus, ne comprend plus la confection, et c'est vraiment suite à des dissensions entre les corps de métier que cette création aboutit en 1911. Je l'ai dit donc auparavant, c'est un métier qui était exercé par des femmes, en dehors de le roi, qui est une exception notable. Donc c'est lorsque la haute couture naît à la fin des années 1850, depuis une trentaine d'années, ce sont vraiment exclusivement des femmes qui sont des couturières. Et cette émergence fait de ce métier un métier proprement scandaleux aux yeux des hommes. Ici, je vous montre une caricature qui est tirée d'un journal daté de 1875, et ce qui a pour nous n'est pas forcément choquant, mais à l'époque c'était très choquant. On voit le couturier qui côtoie une grande dame en corset donc ce n'est pas rien, c'est comme si elle était nue, et qui lui dit « Madame la comtesse », donc qui s'adresse à une femme de la très haute noblesse, « Veuillez relever un peu la tête, que je puisse voir ». En fait, qu'est-ce qu'il veut voir? Décidément, il faut changer ce corset, c'est le corset qu'il veut voir. Pour l'homme qui va faire cette caricature, évidemment, on va dans le sens d'un regard d'un véritable satyre qui va côtoyer les femmes. Ce métier trouble donc les observateurs, qui sont tous des hommes. Par l'intimité qu'il entretient avec ses clientes, le couturier constitue potentiellement un risque pour l'ordre moral bourgeois. Déjà au XVIIIe, on fustigeait les tailleurs fabricants de corps à baleine, dont j'ai déjà parlé, aussi les coiffeurs, qui allaient aussi dans l'intimité des femmes, souvent dès le matin. On dénonce au 19e la promiscuité des séances d'essayage. Ainsi, dans un texte regardant dès 1862 le commerce d'un certain couturier anglais, pour ne pas le nommer, il s'agit de Worth. Donc on va voir que très tôt, aussi bien pour le roi que pour Worth, il va y avoir des lieux communs, des véritables topoi qui vont se mettre en place et qu'on va voir répéter à l'envi dans des critiques, dans des journaux, en mettant en place, en revenant toujours sur les mêmes travers supposés de ce métier très ambigu en fait.
Donc Eugène Pelletan dénonce, je le cite, les couturières qui portent la barbe, des hommes authentiques, des hommes comme les zouaves qui, de leurs mains solides, prennent les dimensions exactes, donc on est toujours sur l'idée du contact physique, prennent les dimensions exactes des femmes les plus titrées de Paris. Écho véritable à cette image, puisqu'on encore une fois, ce qui choque beaucoup les contemporains, c'est que cet homme, on va y revenir, qui n'est qu'un simple fournisseur, va avoir une promiscuité physique avec des femmes qui ne sont pas de son monde social, s'entend. Donc ils prennent de leurs mains solides, prennent les dimensions exactes des femmes les plus titrées de Paris, les habillent, les déshabillent, les font tourner et retourner devant eux. Alors que les clientes, je cite, oublieuses d'elles-mêmes, débattent avec eux du problème de l'entrebâillement d'un corsage. Cette promiscuité, dès le Premier Empire, semble d'ailleurs avoir dérangé Napoléon, puisqu'il avait interdit, on le sait, pendant au moins un certain temps, à le roi d'habiller sa seconde et donc jeune épouse Marie-Louise. Il avait demandé à la femme de le roi de s'occuper des essayages. Ce cliché donc du couturier faune de la toilette, qui est une citation très célèbre d'Aurélien Scholl à propos de Worth et de son rapport avec la princesse de Metternich, donc ce terme de faune, qui rappelle évidemment le satyre, aura une grande postérité. Ici, je vous montre un roman assez équivoque, qui est très très piètre qualité, Perdit le couturier de ces dames, mais dont toute la trame insiste justement sur ces relations très équivoques du couturier qui essaye de tâter le plus possible les chairs féminines. Alors ce qui est assez surprenant, il n'y a pas d'autre illustration dans ce livre, c'est l'illustration de couverture où en fait donc la cliente, qui ressemble presque plus à une femme de bas étage, le couturier à côté, il est très très féminisé, donc c'est assez étonnant d'y voir un faune et un satyre, mais pourtant c'est bien le contenu du texte. Alors il faut voir que c'est pas un roman de grande qualité, donc je ne sais pas si l'image qui a été mise en couverture n'a pas une autre source et est vraiment attribuée à ce texte. Les journalistes de même insinuent très régulièrement, tout au long du siècle, que les couturiers souhaiteraient devenir les amants de leurs prestigieuses clientes. Il y a tout le temps très souvent des allusions plus ou moins grivoises à cette situation. Dans le théâtre même, on retrouve cette situation qui évidemment peut être donner lieu à quiproquo, à donner à des situations un petit peu croustillantes que va apprécier le public. Ici, je vous montre une pièce qui a été montée en 1895 qui s'intitule Viveur de Lavedan, dans laquelle en fait ce n'est pas le couturier cette fois-ci qui est la personne ambiguë, mais ce sont bien les hommes qui sont les amants, parfois les maris, mais bon, surtout les amants qui vont accompagner les femmes dans cette maison de couture et qui vont essayer d'apercevoir d'autres femmes dénudées. Puisque, évidemment, quand on voit cette image, c'est assez clair, je pense, les maisons de couture, où forcément les femmes sont obligées de se dévêtir, alors qu'en fait, en réalité, elles se dévêtissent dans des pièces bien séparées, sont l'objet du fantasme des hommes et deviennent donc des lieux fantasmés dans l'imaginaire masculin. À la fin du 19e, ils confinent quasiment au bordel de luxe. C'est un petit peu l'image qu'on a ici. De même, donc on vient de voir à quel point le couturier a un statut très ambigu. Son statut, donc du point de vue, je dirais, d'ambiguïté sexuelle, mais du côté social, il a vraiment un statut social tout à fait incertain. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un fournisseur. Le couturier reste vraiment un fournisseur et par là même, son statut social ne peut être l'égal de celui de ses clientes. Et on l'a vu, c'est vraiment quand les chroniqueurs insistent sur le fait que les clientes soient des personnes titrées, c'est bien que pour eux, cette promiscuité de deux niveaux de classe sociale est proprement pas inimaginable, mais scandaleuse. Les chroniqueurs de fait critiquent régulièrement les velléités des couturiers de sortir de ce statut qui est un statut donc inférieur, celui de fournisseur. Ainsi, Ali Coffignon, dans un livre assez célèbre sur le monde de la couture, écrit-il en 1888, face aux recherches désespérées des couturiers pour gagner en prestige, certes le couturier est artiste, il est impossible de le nier, malheureusement les ridicules qu'il se donne pour établir son prestige aux yeux de son personnel et de sa clientèle amoindrissent singulièrement son caractère. Donc on va le voir, d'autres lieux communs qui vont revenir sur le couturier, c'est vraiment cette dénonciation de cette recherche désespérée d'ascension sociale qui confine au ridicule aux yeux des observateurs.
Ainsi, le Figaro en 1869 cite et parle cette fois-ci de Madame Worth, donc de l'épouse de Charles Frédéric Worth, et je cite: Madame Worth quête pour une œuvre de charité, donc c'est-à-dire exactement comme ce que font toutes les grandes dames, et donc entre la comtesse de Z née de X et la comtesse L née P, et donc le chroniqueur conclut: pourvu qu'une dame de l'ancienne Roche ne réclame pas une facture contre une offrande. Donc une fois de plus, il ramène la fournisseuse à son statut de commerçante, la facture, alors qu'elle est justement entre une comtesse et une autre comtesse d'ailleurs, et donc c'est très choquant à ses yeux. C'est même l'objet d'une anecdote dans une pièce de théâtre, la comédie Perfide comme l'onde d'Octave Gastineau, qui a été créée au Théâtre du Vaudeville en 1976, prend cette thématique pour un de ses sujets. Voici le sujet de cette pièce. Deux femmes du monde, une marquise et une baronne, qui se sont brouillées à propos d'un soupirant que la première accuse à la seconde de le lui avoir enlevé. L'une des deux décide de se venger. Et donc pour se venger, la marquise a fait tomber la baronne dans un terrible piège. Elle l'a amenée à recevoir en grande loge à l'opéra, devant le feu de tous les regards de toute la salle, un couturier célèbre, et à l'y garder toute la soirée. Donc on comprend évidemment, qu'il n'est pas besoin d'être expliqué à l'époque, mais pour aujourd'hui semble un petit peu plus surprenant, c'est que fréquenter son couturier, comme si c'était n'importe quel homme du monde, est jugé malséant. Au XIXe siècle, on ne prend pas plus son thé avec son couturier qu'avec son boucher. Alors évidemment, on est dans une situation plus ambiguë, puisque par définition, la femme du monde est amenée à même connaître et à parler à son couturier, ce qu'elle ne fait pas avec son boucher, puisque son boucher, c'est sa domesticité qui s'en charge. Et en fait, c'est sur cette ambiguïté première que va prendre pied le couturier pour essayer justement cette entreprise d'ascension sociale en profitant de cette promiscuité. Et on l'a vu, hein, à la fin du siècle, on arrive, et au XXe siècle c'est évidemment encore plus éclatant, à ce que la différence de hiérarchie sociale ait été tout à fait amoindrie. Face à ce statut, il y a donc vraiment, on dit en quelque sorte honteux, hein, du couturier par rapport à ses clientes. Les couturiers, les différentes personnes vont réagir de manière différente. Il y a le cas très intéressant de Doucet. Alors, je crois que c'est pas cette image, c'est la suivante. Donc je reprends ici une caricature toujours de Féminin en 1903. Puisque Doucet ne s'est jamais proclamé couturier. Il en avait vraiment honte, en fait. Il n'a jamais fait partie du bureau de la Chambre syndicale de la couture. À l'exposition universelle de 1900, il n'a pas participé, il n'a pas exposé. Lorsqu'il y a des manifestations collectives, lui-même, il participe très rarement. En fait, ce qu'il veut être, c'est un collectionneur. Vers 1875-80, ça c'est très célèbre, il a commencé une collection de meubles, d'œuvres d'art du 18e de très très grande qualité. Lorsqu'elle était vendue en 1912, la fameuse vente du siècle, il a ensuite entrepris une autre carrière de collectionneur, cette fois-ci d'art moderne, qui a abouti, on connaît la bibliothèque d'art et d'archéologie, qui est donc faite à partir des fonds de Jacques Doucet, conseillé par Breton. Donc on a vraiment là affaire à un homme qui se veut un connoisseur au plus fort sens du terme. Et d'ailleurs, Féminin en 1903 note bien ce paradoxe, puisque le texte qui met en exergue à son sujet, je le cite: ne lui dites surtout pas qu'il est couturier, monsieur Jacques Doucet est collectionneur, il possède les plus fins latours et les chardins les plus délicats. Donc en résumé, on comprend bien que pour lui, être couturier est une honte. Un autre point sur lequel insiste ce texte, c'est la grande élégance de Doucet. Et on peut voir en fait que face à donc cette honte, même si le mot peut être fort, mais en tout cas pour Doucet, elle est très nette, face à ce statut de simple fournisseur, les couturiers vont mettre en place, par réaction, j'en ai parlé déjà, des véritables stratégies d'ascension sociale, par divers moyens qui vont être des moyens de monstration de leur statut. Donc ça peut être comme le cas de Doucet, donc on a vu par la collection, le collectionnisme, qui est un moyen d'accéder à un statut différent dans la société et de montrer qu'on a du bon goût, qu'on fait partie des gens qui savent. Depuis les années 1830, où collectionner paraissait un petit peu, parfois, on pense aux cousins Pons, un petit peu ridicule, à la fin du siècle, ça fait partie des activités très recherchées de la bourgeoisie et de l'ancienne noblesse.
Donc c'est le cas également de couturiers comme Doucet. D'ailleurs, quand on regarde certains guides touristiques qui citent les collections, on voit régulièrement les grands collectionneurs de Paris. On trouve aussi, par exemple, chez Vort, qu'il a une collection de tel et tel tableau, etc. Mais c'est vraiment Doucet la figure la plus importante dans ce cas-là. De même, la recherche d'une élégance suprême va dans le même sens. Doucet a été décrit par Poiret, qui avait commencé chez lui à la fin du 19e, et je le cite, « Il était parfaitement beau et élégant, extrêmement soigné et tiré à 4 épingles. Ses guêtres blanches donc les recouvraient en partie des chaussures tellement vernies que je n'en avais jamais vu de pareil. Je suis depuis que ce vernis était obtenu par un procédé spécial et que ces chaussures devaient être passées au four pour être vernies chaque fois qu'il les portait. » Bon, c'est assez surprenant, mais en tout cas, ça montre surtout qu'il était très très méticuleux, et ça, tous les commentateurs en parlent. On le retrouve dans cet article. C'est également un article de presse de 1899 qui parle de ces cravates comme exceptionnelles, et ça qui est intéressant. Elles font partie du tout Paris, au même titre que jadis le monocle du prince de Sagan. Le prince de Sagan et son monocle très célèbre, c'est vraiment un des dandys les plus importants de la génération précédente. Ce sont des cravates que tous les smart, snobs et chanteclercs, qui doit être une expression de la période que je ne connais pas pour les dandys, du monde entier nous envient. De la même manière, autre stratégie d'ascension sociale, ces couturiers qui sont donc des fournisseurs, donc des gens qui travaillent, qui font partie donc non pas de la bourgeoisie des rentiers, ce à quoi ils aspirent, c'est avoir le statut de propriétaire. Et le statut de propriétaire, c'est ça, un bourgeois au XIXe siècle, c'est un propriétaire, un rentier. Et de la même manière, donc Vort, en 1862, se fait construire à Suresnes un petit château, un castel dans un style néo-renaissance d'inspiration anglaise, Tudor, donc inspiration de ses propres origines, qui va beaucoup faire jaser. La presse va pas mal s'en moquer, en parlant des machicoulis. On dit qu'il y a des escargots qui seraient son symbole, son animal fétiche, qu'il y en aurait partout, et on fantasme aussi sur le fait, et c'est toujours la même chose, qu'il aurait ou non reçu des clientes prenant le thé chez lui. Alors certains vont dire il en a reçu, et d'autres vont dire il en rêve et il ne réussira jamais à les faire venir chez lui. Et enfin, dernière stratégie évidente et tout à fait évidente, qui est la preuve aux yeux de la société du statut social, c'est celui de la décoration, et en particulier de la Légion d'honneur. Et tous rêvent d'avoir la Légion d'honneur. Alors Paquin a eu la Légion d'honneur, certains Vort, plusieurs générations l'ont eu également. Donc pour eux, c'est encore une fois une manière je dirais qu'on a une période dans l'entre-deux-guerres, la revanche. Là, c'est vraiment la côté un petit peu revanchard face à la société et face au mépris qui peut leur être adressé. Et c'est quelque chose qui est quand même une permanence, qu'on retrouve même encore jusqu'à aujourd'hui, dans certains cas que je ne développerai pas. Mais cette question du statut qui donne un complexe d'infériorité est quelque chose de vraiment très prégnant. En réaction, donc j'ai dit, il y a eu ces stratégies, et il y a aussi j'en l'ai dit, donc des véritables lieux communs qui sont mis en place par les observateurs, puisque face à cette stratégie de recherche d'ascension sociale, le couturier va se poser justement l'inverse de ce qu'il est pour certains, aux yeux de certains, et il va se poser en véritable petit dictateur, en véritable petit roi. Et ça, c'est quelque chose qui, très tôt, apparaît dans les textes, et on a vraiment l'impression que le couturier se présente comme le maître de sa maison, dans l'enceinte close de la maison de couture auprès de ses clientes, mais qu'une fois qu'il en est sorti, il ne l'est plus, et ça, il regrette en quelque sorte son royaume perdu. Je vais revenir donc à la figure de Louis-Hippolyte Leroy, donc qui a été le premier véritable couturier du début du 19e siècle, puisque c'est un ancien coiffeur-perruquier sous l'Ancien Régime. Il a fourni les deux impératrices, Joséphine et Marie-Louise, et ensuite il a continué à être au service de la cour sous la Restauration, et c'était vraiment le fournisseur principal, et les trousseaux venaient en général très abondamment de chez lui.
Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces lieux communs qu'on va observer, notamment beaucoup sur les textes à propos de Vort à partir de la fin des années 1850 et surtout début 1860, on en retrouve un certain nombre déjà dans des textes bien antérieurs qui brocardent l'attitude de Louis-Hippolyte Leroy. Ainsi, Mademoiselle Avrillon, donc qui est la première femme de chambre de Joséphine, parle de lui dans ses mémoires qui ont été publiées en 1833, mais donc il faut voir qu'elle parle d'une période qui va du tout début du 19e siècle, en ces termes. C'était bien le plus impudent et le plus insupportable faquin qui ait jamais existé, sans esprit, sans aucune espèce d'éducation. Je n'ai pas d'image, c'est pour ça qu'on reste sur Doucet, c'est dommage, mais je n'ai aucune image de Monsieur Leroy, malgré sa célébrité. C'était bien, donc je reprends, c'était bien le plus impudent et le plus insupportable faquin qui ait jamais existé, sans esprit, sans aucune espèce d'éducation. Il poussait si loin la fatuité et la fêterie, alors à la mode dans son langage et dans ses manières. On racontait de cet homme des traits à peine croyables aujourd'hui. Par exemple, ce n'était qu'avec une sorte de dédain, donc ce terme est très important, qu'il consentait à vendre ses productions à des femmes qui n'arrivaient point chez lui en voiture. Un jour, m'a-t-on dit, s'étant aperçu que des dames, donc c'est-à-dire qui n'arrivaient pas en voiture, c'est-à-dire donc des femmes qui n'ont pas un statut social suffisant. Un jour, m'a-t-on dit, s'étant aperçu que des dames qui lui demandaient des chapeaux étaient des provinciales, il se retourna dédaigneusement vers une de ces demoiselles, lui disant du bout des lèvres, ouvrez à ces dames les cartons de l'an 10, c'est-à-dire donc il y a plus le calendrier révolutionnaire, il y a plusieurs années, donc des choses complètement démodées. Je ne saurais garantir positivement la vérité du fait, mais pour quiconque a connu le personnage, il est au moins très vraisemblable. Ce type de critiques, on les retrouve encore un petit peu plus tôt également à propos de la figure du coiffeur, qui pourrait être intéressante à développer aussi, mais qui sort de ce thème. Et on retrouve évidemment le texte de Pelletan à propos de Vort, qui raconte qu'une fois la création de la robe achevée, il, donc le fameux couturier anglais, va prendre place au bout du salon sur un canapé et la tête renversée en arrière. Il commande la manœuvre du bout d'une baguette. Et vous allez voir, donc il commande à une cliente. À droite, madame, la cliente opère un quart de conversion, donc elle se tourne. À gauche, la patiente tourne en sens inverse. De face, madame regarde l'artiste. Par derrière, elle montre la proue au maestro. C'est ainsi qu'une princesse allemande, donc on suppose ici qu'il s'agit de la princesse de Metternich, acclimatée à Paris, exécute, au commandement d'un homme, un mouvement complet de rotation. Puis il la congédie d'un geste souverain, d'un simple « c'est bien madame ». Donc on est vraiment face à cette image du couturier dictateur. Et ce couturier, donc toujours encore une fois dans ces lieux communs, on retrouve ce thème du créateur qui a une très haute opinion de ses créations, qui sont sûrement à ses yeux qui ont plus de valeur que ses clientes. On retrouve ces critiques contre des modistes aussi, donc cette fois-ci, mais c'est vraiment les mêmes thématiques, dans les années 1830. À l'exemple de Maurice Beauvais, donc je vous cite ainsi un texte de 1839. Maurice Beauvais, c'est le Lamartine des modistes. L'auteur des Méditations des harmonies de Josselin de l'Ange tombé n'a pas plus de fécondité dans le génie, donc terme très important, que Maurice Beauvais n'en a dans l'imagination. La plume du poète ne court ni mieux ni plus vite sur le papier que les doigts agiles du modiste parmi les dentelles, les fleurs, le crêpe et la gaze. Et Maurice Beauvais ne dépense pas plus d'heures à faire une sultane ou une Marguerite d'Anjou, qui sont de charmantes coiffures, que Monsieur de Lamartine n'en met à faire un des épisodes de son immense épopée. Autre trait de ressemblance, Monsieur de Lamartine aime la gloire et Maurice Beauvais en est fou. Comme les génies, il veut que sa part de célébrité soit bonne. C'est vraiment un lieu commun, donc qui est utilisé à l'égard de ses créateurs. Alors là, je ne sais pas si je peux agrandir un petit peu. Voilà, alors, est-ce que je peux aller sur la droite ? Là, c'est pour vous montrer la figure du tailleur, qui sera le seul exemple que je donnerai, qui est donc un petit peu antérieur forcément. Vous le voyez ici, c'est une gravure dans l'illustration qui date d'un texte de 1850, qui va aussi se moquer de la même manière. Et c'est très intéressant la pose qu'il prend, qui est vraiment la pose de l'inspiration de l'artiste, sur quoi on va revenir. Qui critique donc le tailleur. Je cite, car le tailleur est un artiste. Il se souvient du temps où tailleur d'habits se disait par opposition à tailleur d'images et partageait avec le sculpteur le domaine de la plastique. L'un se charge du nu, l'autre de l'habillé. Voilà toute la différence. Un habit manqué, c'est pour lui une statue refusée à l'exposition. Odieux jury, donc là il reprend évidemment des termes des critiques d'art.
Et à propos des coupeurs, qui sont des catégories de tailleurs, ce sont des âmes d'artistes. Le coupeur rêve la nuit d'un certain cran au gilet et d'une échancrure de basque. Il s'éveille en sursaut, ruminant dans sa tête, combinant harmonieusement les numéros 86, 79, 36, 44 et 53. Ce n'est point une quine, je pense que c'est quinte à mon avis, à la loterie, c'est la formule, la grande ligne rudimentaire d'une coupe inédite et savante. Il faut voir qu'à cette période-là, les tailleurs font des recherches sur des coupes idéales, avec justement où les chiffres sont très très importants dans les prises de mesure. Aussi, dès l'aube, le coupeur s'installe-t-il au comptoir devant un formidable amas de pièces d'étoffe, plus grave qu'un censeur et plus inspiré qu'un poète. Donc là, on a véritablement cette image. Son œil flamboie, il se frappe le front, tandis que son infatigable ciseau multiplie les membres épars. Au nom du ciel, ne lui parlez pas. Pour un mot, vous troubleriez l'enfantement. Il vient de créer un habit à 3 boutons au lieu de 4, il va trouver une nouvelle manche et, si l'expansion lyrique continue, il est capable d'inventer une mode de collet que l'on n'a jamais vue depuis 1826. C'est la blague du chroniqueur. Mais vraiment, on voit ici ce thème du couturier comme un artiste créateur au travail, comme on connaît bien le thème de l'artiste génie, qui est le génie qui se met en place au cours du 19e siècle, et la diffusion de ce lieu commun propre au monde artiste se diffuse et se calque sur le monde de la couture. Il est vraiment décrit comme un sculpteur qui est saisi par l'inspiration. Ainsi, je reviens sur le roi. Donc encore une fois, antériorité de ces thèmes qu'on peut retrouver parfois très tôt. Ici, dans une critique, pas une critique, justement un texte qui est plutôt un des rares textes élogieux qui existent sur le roi. C'est un personnage qui s'appelle Auger qui a écrit sa nécrologie en plusieurs articles et qui en parle en disant « Enfin, un jour, il eut le sentiment de ses forces ». Qu'auparavant il n'était pas encore couturier, il va devenir couturier. Et encouragé par un regard de Joséphine, il s'empara d'une main assurée de l'instrument de sa gloire nouvelle. Donc instrument, on pense encore une fois aux ciseaux du tailleur. Le plus beau, ici c'est pas du tout un ciseau, ça va être les ciseaux du couturier. Le plus beau châle de cachemire qui eût encore paru en France fut mis en pièces. Mais bientôt, on vit se former sous les doigts, donc encore une fois, ce champ lexical de la création. On vit se former sous les doigts de l'artiste un gracieux par-dessus dont les palmes aux nuances variées assuraient à le roi celle du triomphe. Alors, parce qu'il avait parlé d'une prophétie plus haut, la prophétie faite à sa naissance se trouva entièrement accomplie. Le roi était homme de robe. Donc on a assisté à la naissance d'un artiste couturier. Ce thème existe encore beaucoup plus tard, un siècle plus tard, puisque là on était après la mort de le roi, et là je vous cite un texte de 1910 de Roger Millès sur les créateurs de la mode. C'est intéressant aussi de voir que ce livre assez célèbre porte le terme de créateur. Parmi les grands couturiers, il en est qui travaillent comme des architectes, d'autres comme des fleuristes. Les premiers, avant de prendre la matière dont se fait le vêtement, méditent sur des épures. Le crayon ou le pinceau à la main, ils cherchent la forme, le ton, l'allure, le tissu. Ce n'est que lorsqu'ils ont tout arrêté définitivement qu'ils font exécuter le modèle d'après les codes du dessin. D'autres ont une façon d'improviser qui sent davantage la fièvre du génie. On retrouve à nouveau ce terme. Ils drapent des étoffes sur un mannequin, ils cherchent des garnitures. Ils voient leur création prendre corps sous leurs doigts, encore une fois, toujours le même champ lexical, à mesure qu'ils réalisent et arrêtent par des épingles ce que leur imagination et leur goût leur suggèrent. Je vais voir si j'ai pas une image. Oui, bon, non, on reviendra après. Attendez, parce qu'en fait, c'est pas très pratique ce système. Excusez-moi, je vous les ai montré autre chose. C'est pas très pratique. Voilà, là on voit le couturier qui est vraiment au travail. D'ailleurs, qui est une image issue de ce livre. Et la suivante aussi. Vous voyez justement ici, on a la proximité, mais on est en 1910 où apparemment ça paraît moins choquant. Je vais revenir à la précédente. Donc, ils drapent des étoffes sur un mannequin, ils cherchent des garnitures, ils voient leur création prendre corps sous leurs doigts à mesure qu'ils réalisent et arrêtent par des épingles ce que leur imagination et leur goût leur suggèrent. Ils règlent petit à petit leur harmonie de couleurs, font et défont un pli, essaient un rêve, retire un retroussé, ajoute un ruban ou une dentelle, trouve le gabarit d'un bouton, fixe une boucle, que sais-je, ausculte pour ainsi dire chaque battement de leur successive inspiration. Donc c'est vraiment le terme d'inspiration ici qui est intéressante.
Et enfin, il termine. Il y a également le grand couturier qui, après avoir jeté une première idée sur le papier, en poursuit le. Donc là, on est vraiment sur le papier. Donc on se rattache au monde de la création artistique propre. En poursuit le développement sur le mannequin, à moins qu'il ne fasse le contraire, en débauchant la réalisation sur le mannequin et en achevant de déterminer l'idée sur le papier. C'est lorsque le modèle est achevé qu'on le baptise, donc ça c'est vraiment l'histoire des robes, et lorsque ce modèle a un succès persistant, on le reprend, on y apporte de légères modifications pour le rajeunir et lui donne un nouveau nom de baptême. Enfin, je vous donnerai une citation assez amusante qui date du Second Empire de 1877 dans un quotidien, qui se moque justement de cette inspiration des couturiers et qui décrit un couturier célèbre se promenant au bois, mélancoliquement renversé dans son landau. Un pli de son front trahissait une préoccupation intime. Il était 5 heures, le soleil d'automne baissait derrière un rideau d'arbres dont il rougissait les interstices et le ciel se remplissait de nuages violacés. Donc on a là bien la description d'une situation éminemment poétique qui va inspirer un artiste et donc on verrait plutôt imaginer écrire un poème ou quelque chose justement de l'ordre de l'intellect. Bien au contraire, la suite du texte dit « Le couturier contemple avec émotion ce poétique fond de paysage, ses yeux se mouillent de douces larmes, tout à coup, il porte la main à son front et s'écrie « Enfin, j'y suis !» robe de faille gris-perle avec ceinture rose de Chine. » Donc pour le journaliste, c'est vraiment le comble du ridicule. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà. Ah, il y a la tournée. Bon. Vous allez me faire confiance. Donc ça, c'est un patron qui date de 1851. Je vais vous montrer le détail. Ah, mais pourquoi est-ce que c'est tourné ? Vous avez peut-être à lire. Donc ici, on a le patron d'une robe. Et donc, c'est au musée Galliera. C'est le plus ancien patron que nous ayons qui comporte le nom d'une maison. Et donc, c'est en ça que c'est très intéressant. Et je dirais que l'aboutissement de ce travail et de cette posture que prend le couturier en tant que créateur, eh bien, le fait qu'il appose une griffe, qu'il appose un nom, qu'il signe son œuvre comme un artiste. Et donc ça commence, c'est assez tardif, hein. Ça aboutit au début du 19e en Angleterre dans le domaine plutôt des modistes et des chausseurs. Ensuite, dans les années 1820-30, ça va arriver en France. Toujours les chapeaux, les chaussures vont avoir des griffes. C'est très rare. Avec donc le nom du fabricant. En général, c'est surtout pour éviter d'être copié et pour qu'on ne reproche pas. On connaît certains cas où la couturière dit qu'elle a mis une griffe parce qu'elle envoyait des modèles à distance et elle ne voulait pas et ensuite d'autres personnes se targuaient de ses propres créations et on lui disait mais cette robe ne me va pas, ce que vous avez fait n'est pas correct. Et elle pouvait dire mais non, moi mes pièces à moi, elles portent une griffe. Pardon. De la même manière, donc en France, je l'ai dit, donc les chapeaux et les chaussures vont porter ces griffes. Peu à peu, des griffes vont exister. Ici, donc intéressant, c'est le détail donc d'un patron. Les patrons donc qui sont diffusés par les magazines. Ici, il s'agit du Magasin des Familles. Il date de 1851. Et donc sur le côté, si vous arrivez à tourner la tête, vous pouvez voir que cette robe est une robe de Madame Duvavran, 4 rue Favard. Et le chapeau qui est aussi qui fait partie aussi du patron, est fait par la Maison Mariton de Place de la Madeleine. Et donc il y a vraiment une revendication du statut d'auteur des couturiers qui apparaît à cette période-là et qui va trouver sa concrétisation à la période du Second Empire et en particulier avec Worth. Donc ici, je vous montre la première griffe de Worth. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais ça ressemble à ça, hein, grosso modo, qui est Worth et Boberg. Donc je l'ai dit, il a fondé sa maison en 1858 avec un associé, Otto Gustav Boberg, qui lui était suédois. Et ce qu'il y a d'intéressant, tous deux viennent des magasins de confection. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, donc il y a l'adresse, bien entendu, il y a leur nom. Cette griffe, elle se trouve sur le ruban de taille.
donc elle est quand même assez facilement enlevable, mettable, si on veut tricher. Et surtout, sur la griffe, on voit un blason. Alors celui-là, je ne l'ai pas spécifiquement cherché à l'identifier, mais bon, le blason signifie, et donc ça reprend ce qu'on trouve dans le haut des factures des couturières depuis le début du siècle, les blasons qui correspondent à la clientèle la plus titrée qui se fournit chez eux, c'est-à-dire que la couturière et ensuite le couturier vont pouvoir dire qu'ils sont brevetés de telles cours étrangères, puisqu'on est à ce moment-là sous la Troisième République en France, donc on va plutôt aller chercher évidemment les blasons étrangers. Chez Redfern, on a par exemple l'empereur d'Autriche ou l'impératrice d'Autriche, et on a la reine d'Angleterre, on a leur blason, ou le princesse de Galles par exemple. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la griffe classique qui ne traduit pas encore cette prétention à la création artistique. Là, on est plus dans l'ordre du fournisseur, puisqu'on voit justement le rapport à la clientèle très très haut de gamme, et une action contre la malfaçon, voilà, les copies. Mais à partir de 1871, donc Vort, donc il y a eu la guerre de 70, juste après la guerre, Vort se sépare de son associé. Donc j'insiste le terme, le fait qu'on dise bien Vort et pas Wort, il est anglais, mais à l'époque on disait Vort. J'ai nombre de textes de l'époque qui s'en amusent d'ailleurs, y compris des textes anglo-saxons qui s'amusent de voir ce monsieur, leur compatriote, se faire appeler Vort en France. Donc pour revenir, donc à partir de 1871, il est seul, donc on n'a plus que le nom de Charles Frédéric Vort. Et ce qui est très intéressant, ce que vous voyez ici, en fait, c'est simplement sa signature manuscrite. Alors quand on la voit, on a l'impression de voir un R et de voir Vort. En réalité, non, ce serait un C. Quand on a son passeport de la période de l'époque, son passeport présente la même signature. Donc on est vraiment dans l'ordre de la revendication de l'œuvre d'art signée avec la signature manuscrite, paraphée, je dirais. Et ce qui est intéressant également, c'est que cette griffe, elle va perdurer très très longtemps. Donc elle est créée au début des années 1870 et elle va durer jusqu'aux années 1930, voire peut-être 40, mais personnellement je ne connais pas de pièces de Vort griffées de la période de la guerre. Il y en a eu sûrement, mais je n'en connais pas. Et après-guerre, c'est seulement après-guerre que ça va changer. Alors que pourtant, Charles Frédéric Vort est mort en 1895. Il y a eu 2 générations, d'abord Jean-Philippe et Gaston, puis Jacques et je ne sais plus son frère. Donc 2 générations qui ont succédé et la griffe n'a pas changé. Alors pourquoi ? Parce que évidemment, on est aussi face à une maison qui tient à son prestige ancien. C'est d'ailleurs une des choses dans les caricatures de Femina que je vous ai montré au début, sur lequel insiste de manière assez grinçante le texte qui accompagne l'image de Jean-Philippe Vort, qui dit que il se considère comme appartenant à une ancienne presque noblesse des couturiers. Il n'a que mépris pour la jeune garde, et ils sont très conservateurs aussi dans leur goût. C'est ce que dit l'article. En 1903, je pense que ça commence à être le cas, ça sera vraiment le cas en 1905-1907 où Vort sera moins à la pointe que des maisons plus jeunes. Mais ce qui est donc intéressant, c'est donc une maison qui se veut justement ancienne et un peu confite dans les traditions, qui va être la maison officielle des cours étrangères pour les habits de cérémonie. Et les habits de cérémonie comme les manteaux de cour, qui sont donc des habits presque hors mode, qui n'ont pas évolué quasiment depuis le Premier Empire, et on est plus d'un siècle plus tard. Donc c'est pas étonnant de voir que la maison Vort va choisir de garder cette signature du père fondateur, qui est vraiment la figure tutélaire de la maison et la garante de la qualité de la maison. Je le disais, donc, l'aboutissement de cette stratégie d'auto-mise en scène du couturier, c'est l'importance accordée à la griffe, quelque chose de vraiment nouveau. Puisqu'en fait, au début du siècle, ce qui coûte cher, ce n'est justement pas la fabrique. En fait, c'est pas le fait qu'une robe soit faite par un tel ou un tel, finalement, c'est relativement peu importe. Ce qui coûte cher, n'est pas la façon, ce n'est pas la fabrication, c'est le matériau, et ça va être les garnitures. Ainsi, c'est donc le tissu qui coûte de l'argent. Ainsi, on sait que les couturières se faisaient des bénéfices sur le tissu. Ainsi, chez Palmyre, donc une des grandes couturières des années 1830, en 1832, la façon d'une robe, c'est-à-dire quand on voit
le décompte sur une facture, ce qui coûte, la fraction d'une robe n'est que de 12 francs, et c'est le fait qu'il y ait un certain tissu et un certain type de broderie qui va augmenter le prix, et la robe à l'arrivée, une robe brodée va arriver à 390 francs. Mais ce n'est pas, voilà, c'est vraiment pas du fait qu'il y ait un travail dessus, c'est vraiment le tissu qui compte. Alors qu'à la fin du siècle, on arrive à quelque chose de complètement inverse, d'où cette obsession, mono-obsession de la griffe. On va arriver à des fausses griffes, par exemple dans les années 1910, qui sont faites des trafics notamment aux États-Unis, de fausses griffes de Vort, de fausses griffes de Doucet, etc. Et on aboutit ainsi à un article qui date de 1885 qui dit « Tout est bien changé dans le monde de la mode. Autrefois, l'élégance consistait à porter de riches étoffes, des dentelles de prix, et l'on était d'autant plus belle qu'on était plus richement vêtu. » Donc on voit bien ce qui comptait, c'était la qualité du tissu. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Tout le cachet d'une tenue vient du tailleur ou du couturier. Une robe peut être faite d'une étoffe qui coûte 3 francs le mètre. Les matériaux d'un vêtement peuvent coûter 2 louis à peine. Mais si ce costume ou ce vêtement sont signés du nom d'un grand couturier, on peut bien dire que la femme ainsi vêtue est une femme élégante. Donc les choses ont l'importance de la griffe et l'importance de la maison font que les choses sont complètement retournées du côté, je dirais cette fois-ci, de la cliente. Et c'est ce que montre cet article assez amusant de Qui sont ces robes qui a été publié en 1906. Puisque désormais, l'aboutissement finalement de toute cette démarche, c'est que si le couturier est un artiste, si c'est la griffe qui compte, c'est que le couturier a un style et que le style est reconnaissable. Le style des maisons de couture est jugé comme propre à chaque maison. Il est si caractéristique qu'en 1906, cet article, publié dans Femina, va jusqu'à lancer un concours en présentant donc 6 robes anonymes. Vous voyez, il s'intitule « De qui sont ces robes ?» et il présente à ses lectrices des robes dont il faudra deviner les auteurs. Je cite l'article. Un amateur de tableaux n'a pas besoin qu'une toile soit signée pour en découvrir l'auteur. Un examen rapide suffit pour qu'il déclare imperturbablement « c'est un Courbet, c'est un Corot, c'est un Ziem, etc. » Les yeux exercés aux élégances féminines arrivent à mettre ainsi une signature sur une robe par la marque originale qui imprime tel couturier ou telle couturière célèbre. Nous avons choisi des toilettes assez caractéristiques, donc encore une fois ça veut dire qu'il y a un style propre à chaque créateur, pour que la manière qui vient vraiment du monde de l'art, pour que la manière du couturier soit facilement reconnaissable. On sait en effet que tel réussit avec une habileté particulière les lourds et somptueux costumes de cérémonie, tel autre les frais costumes de jeunes filles, etc., etc. Et l'article de conclure, le nom des réponses exactes pourra fixer les couturiers sur leur célébrité. C'est assez amusant parce qu'en fait, c'est finalement, est-ce que le pouvoir médiatique d'une maison est suffisamment grand pour que les clientes soient capables de reconnaître le style de tel ou tel couturier. C'est ça qui est derrière. Le nombre des réponses exactes pourra fixer les couturiers sur leur célébrité. Si beaucoup de nos lectrices, comme nous l'espérons, nous envoient des réponses justes, ils se rendront compte par là même de la popularité de leur marque. C'est très intéressant. Et je rebondis sur ce thème. Encore une fois, dans les fameuses caricatures de 1903, pour certains des couturiers est spécifié leur spécificité. Alors je crois que Baer est censé aimer faire particulièrement des robes 18e et je ne sais plus si c'est Deuillet est censé s'inspirer particulièrement du Premier Empire. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est décrit spécifique à chaque maison. Alors ici c'est amusant, c'est le quiz. Je vous donne les réponses du quiz. Donc on a une première toilette, les auriez-vous deviné, de Armand Martial, donc qui est plutôt devenu, nous qu'on connaît plus sous le nom de la maison de Martial et Armand. La deuxième de la maison de Récolle, la troisième de la maison Vort, la quatrième de Redfern, là c'est pas étonnant puisqu'on a un tailleur justement. La cinquième de Deuillet et la sixième de Francis, qui est une maison que j'avoue ne pas connaître, mais il faut bien dire qu'il y a beaucoup de maisons à cette période, et que là on peut imaginer que c'est aussi une publicité rédactionnelle, hein, que à ce concours il faut imaginer que, il y avait des prix à gagner et des prix qui étaient donnés par les maisons de couture, donc on imagine bien qu'il y a certaines maisons qui ont accepté de se prêter à ce jeu et d'autres qui ne l'ont pas fait. D'ailleurs on remarquera qu'il n'y a pas Doucet, ce qui n'est pas surprenant au vu de ce que j'ai dit précédemment. Toutefois, je vais relativiser cette... mais je pense que ça va dépendre peut-être des périodes, mais c'est quand même très net dans les années 1850. On va relativiser cette
recherche, enfin pas cette recherche, cette affirmation d'un style propre à chaque maison par le fait qu'il existe une industrie, on va dire, parallèle de création. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les créations ne sont surtout pas du créateur de la maison. Elles sont souvent de dessinateurs qui sont internes à la maison, qui vont appliquer, et c'est ce qu'on appelle les modélistes au XXe siècle, qui vont appliquer les idées données par le maître, parfois même pas données d'ailleurs du tout par le maître, et parfois elles sont même faites par des dessinateurs extérieurs à la maison. Donc je vous montre ici ce qu'on appelle vraiment des dessinateurs industriels, ce qu'on appelle les dessinateurs de petites figurines. Ah pardon, donc ça je vous le montre après, voilà. Dessinateurs de petites figurines. C'est donc vraiment un métier tout à fait à part, qui est très méconnu aujourd'hui. Le métier donc de créateur de figurines ou, excusez-moi, marchand de croquis, qui est né sous le Second Empire vers 1855. Dans le bottin du commerce, on parle de dessinateurs en costume et robe. Excusez-moi. Donc ces figurines, ici je vous montre des dessins qui ont appartenu à une couturière, Madame Alexandre Guise, qui donc appartiennent au Palais Galliera, et sont des dessins qui ont été faits par un de ces fameux dessinateurs. Il y avait plusieurs dessinateurs qui travaillaient pour elle et pour d'autres maisons. En l'occurrence ici, il s'agit de Charles Pilate. C'est un modèle de robe de bal qui a été donc fait pour Madame Alexandre Guise. Et ici, une gravure qui date de 1862 dans les modes parisiennes, où en fait cette même robe a été publiée, évidemment pas sous le nom du dessinateur Charles Pilate, mais sous le nom de la maison qui l'a commercialisée, de la couturière, donc sous le nom de Madame Guise. Donc pour revenir sur ce métier, ces dessinateurs, donc ces figurines jouent le rôle soit du modèle qui a été proposé, donc ce que j'expliquais, au couturier par un modéliste extérieur, c'est-à-dire que les modélistes, et ça existe encore aussi au XXe siècle, hein, par exemple le jeune Givenchy, avant de débuter, la même chose pour le jeune Christian Dior, ils vont voir plusieurs maisons, ils arrivent avec des modèles sous le bras et ils les vendent en fait, et ça va être fait ensuite par Lelon, par d'autres maisons, avant d'intégrer l'équipe des modélistes internes. Ça peut aussi être utilisé comme figure envoyée à la cliente pour donner une idée de ce que c'est, pour propre à la haute couture, on peut choisir le tissu, on peut choisir telle garniture, etc. Et donc pour proposer différentes possibilités. Parfois même la signature du dessinateur a été grattée pour être remplacée par le nom de la maison. Donc on voit bien la malhonnêteté parfois des maisons, puisque si elles vont envoyer le dessin, j'imagine, à une cliente, elles préfèrent avoir le nom de leur maison que le nom d'un dessinateur. Cette pratique existe encore à la fin des années 1880. Ici, je vais vous citer le texte de Coffignon précédemment cité. Lorsque les uns et les autres, donc les couturiers, n'ont pas le temps d'avoir des idées, ils en achètent. Les vendeurs d'idées sont des dessinateurs de figurines. On en compte une douzaine environ à Paris. Beaucoup de ces modèles sont de simples croquis, car ce n'est pas une œuvre d'art qu'achète la couturière, c'est une idée nouvelle. En tout cas, cette idée est originale. Et c'est ça qu'en fait recherchent les couturiers. On imagine bien que c'est encore plus le cas pour des petites maisons que parce qu'il y a des centaines de maisons de couture à Paris. Et là, dans de qui sont ces robes, on a vu parmi les plus grandes maisons, mais on a aussi vu des petites maisons inconnues comme Francis. Et ensuite, le dessin est bien sûr adapté. Je vais revenir en arrière, parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier et qui est un des vrais grands thème de la période, autour de 1900 surtout, c'est que la maison de couture, la figure de proue, celle qui est la plus médiatisée, c'est le couturier, mais évidemment, ce sont des entreprises gigantesques qui emploient parfois des centaines d'employés, qui ont une subdivision des tâches très très perfectionnée, des petits métiers, l'atelier de brodeur, il y a des jupières, il y a des manchières, voilà, c'est très très développé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au autour de 1900, le regard va un petit peu s'élargir aussi, puisque on est en moment évidemment d'un certain paternalisme d'une manière générale des barons d'industrie, et ça n'échappe pas au milieu de la couture. Et il y a des chroniqueurs et des journalistes qui vont s'intéresser au statut social des petites couturières dans les ateliers. Donc il y a beaucoup de livres, des reportages comme ici encore dans Femina en 1901 qui sont publiés. Donc on va s'intéresser à ces petites qui sont pas des créatrices justement, à ces assistantes finalement de la grande figure du couturier. Va être mis aussi en avant les modistes.
puisqu'en fait, les modistes, c'est vraiment un système de création très différent. Autant dans la couture, les ouvrières, donc il y a la première, mais après les secondes, les harpettes, toutes les couturières, les brodeuses appliquent ce qui leur est demandé. Elles ont très peu voix au chapitre en dehors des premières. Les premières, elles vont adapter vraiment de manière technique le souhait des dessinateurs, du couturier principal. Alors que du côté des modistes, donc des chapeaux, les petites modistes ont une marge de manœuvre beaucoup plus grande de création. Et ça aussi, les textes de l'époque vont insister sur la fantaisie et le goût des petites modistes. Donc on va dire qu'on arrive à la fin du 19e à d'une part mettre en valeur, on l'a vu, des couturiers qui sont devenus de véritables stars, je vais y revenir en conclusion, mais d'autre part à rappeler, et ce dont on parlait beaucoup moins auparavant, voire pas du tout, l'importance des couturières qui travaillent dans les maisons, les midinettes qui deviennent une figure parisienne particulière, aimée, chérie, en particulier des hommes, mais aussi voilà leur statut social et leur condition de vie devient quelque chose de très important. J'ai parlé de paternalisme, il y a un cas, bon, j'ai pas parlé de lui, qui est très intéressant, qui est un couturier qui s'appelle Félix. Et Félix, lui, son cheval de bataille finalement principal après sa maison, il va finir par abandonner sa maison, c'est de protéger en fait les couturières du point de vue social. Il va créer alors je ne sais plus le terme exact, je crois que c'est la mutuelle maternelle au début des années 1890, qui est vraiment une assurance pour que les jeunes couturières, lorsqu'elles tombent enceintes et qu'elles sont donc au chômage forcé, en fait elles se sont cotisées et c'est vraiment l'ancêtre de l'assurance maladie. Elles vont avoir une rente pendant les mois de congé maternité. Elles vont avoir un congé maternité et ça c'est vraiment une attitude propre, typiquement paternaliste de la fin du 19e siècle. Donc on voit qu'il y a une sorte d'atomisation, je dirais, et de prise en compte de toute l'échelle sociale du monde de la couture au tournant du siècle. D'un côté, les petites couturières dont on se préoccupe beaucoup de la moralité, des conditions de vie, dont on loue la fantaisie et l'inventivité, surtout je l'ai dit pour les modistes. Et à l'autre bout de l'échelle, les couturiers qui sont devenus des célébrités. Donc on en a parlé au tout début, mais je vais vous indiquer que par exemple en 1906, on apprend qu'on recherche les autographes des couturiers. Et je vais terminer avec un compte-rendu de l'exposition universelle de Saint-Louis, donc aux États-Unis en 1904, où les couturiers français y ont été, si l'on en croit les comptes-rendus donc des journaux français, considérés comme, je cite, comme des demi-dieux. Et donc, je cite, les journaux américains leur ont consacré alors ça amuse un petit peu le chroniqueur, hein, malgré tout. Les journaux américains leur ont consacré des colonnes entières. Ils ont dérangé leurs plus habiles reporters pour les interviewer à la descente du paquebot. On leur a témoigné des empressements et des égards qu'on n'a pas pour de vrais souverains voyageant incognito. On s'est occupé de leurs faits et gestes, de la coupe de leurs vêtements, de leurs idées, de leurs projets, de leurs impressions. On a recueilli comme des perles les moindres paroles tombées de leurs lèvres. Et de conclure ironiquement, c'est par cette voix enthousiaste que nous avons appris le costume que portait M. Redfern à son arrivée dans la patrie de Washington. Il était habillé d'un complet bleu-gris et portait une cravate rose. Oui, mesdames, une cravate rose. C'était, paraît-il, délicieux. Donc voilà, ça va être mon mot de conclusion pour dire que vraiment on a vu, je pense, cette évolution très paradoxale d'un métier méprisé à un métier adulé, et là on voit à la fin qu'il est presque l'objet des ferveurs des paparazzi, même si en France ça a l'air d'être encore relativement ridicule, mais les choses, on pense à Poiret bien sûr, ensuite je dirais que la grande vie du couturier ne fait que commencer. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation du métier de couturier et de ses représentations. Donc, comme d'habitude, l'auditoire est invité à poser des questions et dans le micro, s'il vous plaît, pour l'enregistrement. Merci. Bonjour, vous nous avez dit qu'il y avait un glissement du prix, en fait, qui au départ dépendait beaucoup du tissu, oui. des accessoires, et finalement après qui dépendait beaucoup du couturier. Oui. Est-ce qu'on peut dire la même chose sur
sur l'emprise qu'avait le couturier par rapport à la cliente. Est-ce qu'on peut dire qu'au départ, c'était la cliente qui choisissait ce qu'elle voulait se faire oui, faire? Alors c'était dans les deux cas, enfin, j'ai pas mal d'éléments. Alors, pour ce qui est du prix, ça, j'en ai pas parlé, c'était un des thèmes que j'aurais pu aborder aussi. Il y a aussi une fixation sur le prix. Alors, donc on l'a vu donc au début, et c'est lié aussi au prix de revient des tissus. C'est le tissu qui coûte cher. À partir de, on va dire, les 1830 et surtout 1870-80, il y a une baisse de la qualité aussi de la production de tissus qui a l'air, ce qu'on appelle les tissus nouveautés, qui a l'air très élégant, mais qui n'est pas forcément de très bonne qualité, ce qui aboutit pour nous d'ailleurs à des catastrophes dans ce qui est conservé, puisque ce sont des tissus qui sont dits en soie chargée, qui sont donc des tissus qui sont souvent des tissus mélangés, qui ont des teintures de mauvaise qualité qui vont cisailler la soie, et de ce fait, c'est des tissus qui sont de mauvaise qualité, donc du coup, je pense que les couturiers, d'une certaine manière, au moins pour certains d'entre eux, vont rogner dans ce poste de dépense. L'autre chose, donc il y a vraiment une fixation de la clientèle, notamment masculine, sur les prix, mais pas seulement. Alors moi, par exemple, j'avais déjà travaillé, c'est des choses qui sont conservées plutôt aux archives, sur des procès qui sont faits par les couturiers à leurs clientes lorsqu'ils ne sont pas payés, ce qui n'existait pas avant au 19e, puisqu'au 18e siècle, on payait à tempérament, on payait quand on voulait, et si le fournisseur n'était pas payé, tant pis pour lui, on connaît bien. Ça, c'est vraiment le mode de fonctionnement classique de la noblesse, de l'aristocratie. Au 19e, peu à peu, même si ça continue à arriver, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que souvent les clientes ne se mettent pas d'accord sur la robe. En fait, on leur montre une robe, puis elles disent, ah bah oui, faites-moi ça. Et après, on leur livre la robe, elles prennent la robe, et seulement après, elles ont la facture, et après, elles peuvent mettre des années à payer aussi. Et il va y avoir régulièrement des procès où alors dans les deux sens, où la cliente, enfin plutôt d'abord le couturier va réclamer d'être payé, ce qu'auparavant il n'oserait jamais oser faire, mais étant donné son statut social auquel il prétend, il estime que maintenant il a quand même le droit d'être payé, donc il fait un procès. Ce à quoi répond la cliente en disant mais c'est beaucoup trop cher. Après on prend des experts qui vont regarder les robes, qui vont dire ah mais ça c'est normal que ça coûte ce prix-là, c'est pas normal, etc. Bon, donc il y a ces procès-là. Et puis il y a aussi voilà, on a la fameuse c'est un thème assez récurrent aussi dans le théâtre, la facture, la douloureuse, donc que personne ne veut payer, et que souvent les maris, il y a même des fantasmes autour de la facture qui est payée. Il y a un prix pour l'amant et un prix pour le mari. Voilà, il y a des choses comme ça. Et alors à tous donc le ressenti général de la société, c'est beaucoup trop cher. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains couturiers, notamment Félix, qui a une bonne relation, je dirais, médiatique. C'est assez intéressant. Il arrive beaucoup à communiquer auprès de la presse. Et notamment Félix insiste sur le fait qu'en fait, finalement, il y a une industrie qui fait si peu de bénéfices. Alors lui, je crois qu'il parle, je sais plus, dans les années 1890-1900, il parle de 11% de bénéfices. C'est-à-dire qu'il dit qu'il a un nombre de postes de dépenses très important. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver jusqu'aux années 1950, où alors dans les années 50, ce qui coûte cher, c'est par exemple c'est la main d'œuvre, c'est les charges sociales, c'est le fait d'avoir des locaux qui sont dans Paris et donc qui coûtent cher. Au 19e, c'est pas les mêmes choses qui coûtent cher, ça va justement être ça va être les matières premières, ça va être encore les locaux, parce que les locaux, il y a le côté la partie où on reçoit la clientèle qui est très élégante, etc. Et donc lui en tout cas argue voilà un bénéfice assez moindre. Donc voilà, le prix est vraiment un des points d'achoppement et aussi un des fantasmes du grand public vis-à-vis du couturier. Si un couturier peut se payer un château, c'est qu'en fait il se fait beaucoup d'argent. Voilà. Après, il est vrai que voilà, on l'a vu, les couturières, elles sont quand même s'il y a cette fameuse mutuelle maternelle, elles sont quand même évidemment très très peu payées. Il y a un chômage technique une grande partie de l'année parce qu'elles vont travailler pendant certaines périodes, elles vont travailler énormément, pour d'autres périodes elles vont être au chômage. Alors donc oui, je l'ai dit, voilà, le fait déjà que le couturier va oser à tenter un procès quand il n'est pas payé, c'est déjà qu'il se pose donc
comme un égal de sa cliente, enfin en tout cas potentiellement. On a vu les fameuses critiques du couturier dictateur. Alors dans quelle mesure est-ce que c'est réaliste? Moi ça je peux pas le dire, hein, qui ordonne, mais bon c'est quand même très très récurrent. Mais encore une fois c'est récurrent, mais c'est un lieu commun. Bon. Qui ordonne de manière très péremptoire à sa cliente de faire telle ou telle chose. Mais alors on a aussi des cas, on a le cas inverse, mais qui est un petit peu le cas très rare, je pense. C'est-à-dire qu'en fait la cliente, alors il y a donc je vais revenir, il y a une interview qui est intéressante de Vort en 1871, qui est une des rares interviews qu'on connaît de lui, où en fait il dit que la cliente n'a pas voix au chapitre, mais en fait que ça l'arrange bien, et ce qui est sûrement très vrai. C'est-à-dire que il fait un peu penser à Ford, quoi. Au lieu de dire le client a le droit pour les voitures entre noir et noir, bon bah là c'est la cliente, elle a le droit entre ce que je lui propose et ce que je lui propose, et sinon basta, quoi. Et en fait il est face à la personne qui l'interviewe, qui lui dit ah bon, mais c'est quand même étonnant parce que la cliente elle peut avoir un goût artistique et elle pourrait vouloir telle ou telle chose, et lui dit en fait que la question en fait le surprend. Il répond vraiment de manière très qui n'a pas l'air feinte, hein. Voilà, ça a vraiment l'air, c'est très naturel. Et il répond qu'en fait les clients, ça les arrange bien d'avoir quelqu'un qui décide pour elles. Ce qui est pas étonnant, on est face à une femme du 19e siècle, donc une femme qui n'est pas très éduquée, dont le seul domaine c'est son intérieur, sa seule activité c'est effectivement d'aller chez son couturier, de peut-être se trouver un amant et d'aller au bal. Donc c'est sûr que voilà, intellectuellement c'est assez limité, et elle n'utilise pas la plupart du temps, donc je vais donner une exception notable, elle n'utilise pas sa garde-robe comme une expression d'elle-même. Et donc on a une exception, il y en a sûrement d'autres, hein, mais qui est très célèbre, donc de la comtesse Greffulh, sur laquelle nous avons consacré une exposition très récemment. Elle, à l'inverse, on a alors ça c'est son cousin Robert de Montesquieu, si je me trompe pas, qui raconte ça, c'est assez amusant, qui raconte l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va chez le couturier lui montre les robes sur les mannequins. Une fois qu'il a montré ses robes, elle dit « Qu'est-ce que vous avez qui ne soit pas ça ?» Parce qu'en fait, pour elle, ça, c'est lamentable, c'est nul. Ce qui compte, c'est ce que elle veut. Et donc, elle va choisir des robes différentes. Elle va choisir beaucoup de robes à coupe princesse. Donc, une coupe qui n'est pas, y a pas de couture à la taille, parce qu'elle est très fière de sa taille très fine, malgré son âge relativement avancé pour l'époque. Elle a plus de 30 ans. Et là, je fais une référence à Balzac, mais on est à la fin du siècle. Mais alors qu'à cette période-là, toutes les robes sont des robes en deux parties. Elle va favoriser beaucoup de robes dans les tons verts très soutenus, qui vont avec ses cheveux, qui sont auburn. Son autre couleur favorite, c'est vraiment un mauve rose poudré. Elle va aussi demander des robes qui sont très vaporeuses, et ça c'est vraiment son goût personnel. Elle a une manière aussi, alors ça c'est autre chose, mais de porter des colliers qui tombent dans le dos, alors que personne n'avait imaginé faire ça avant elle. Les voiles, c'est quasiment elle aussi qui met cette mode, et évidemment il y a la fameuse robe qu'elle a portée lors du mariage de sa fille Hélène, où elle a été la star du jour, no comment. Voilà, mais et donc là c'est vraiment l'exemple inverse. C'est-à-dire que les robes que nous avons dans notre collection de la comtesse Greffulh, alors essentiellement celles Griff et Vort, puisqu'on a surtout des pièces de Vort qui sont conservées pour cette période-là, hein, j'entends pour le 19e, sont des robes très atypiques et qui peuvent, pour au moins l'une d'elles, je dirais, être proche du goût du Jean-Philippe, puisqu'on est plutôt à la période de Jean-Philippe. C'est la tigone qui est dans un velours coupé, qui imite les soies, les velours génois du XVIe siècle. Et ça se rapproche aussi d'autres modèles qui sont déposés à la même période, et d'autres modèles qu'on a dans les collections. Donc ça, c'est plus le goût sûrement de Jean-Philippe, mais avec la fameuse couleur, le vert de la comtesse Greffulh. Mais alors la fameuse robe du mariage, elle est tellement atypique que oui, c'est elle qui l'a imaginée. Donc là, c'est vraiment un cas assez exceptionnel de cliente dictatrice face au couturier dictateur. Et alors, pour revenir toujours sur cette cliente, justement comme dictatrice, elle est, je sais même pas si le terme existe, mais bon, elle est critiquée pour ça, très violemment, par Poiret dans ses mémoires, alors qu'il mélange un petit peu tout, qui veut faire croire que c'est lui qui l'a créé la robe, enfin c'est bon, mais en tout cas il la déteste, et lui il dit plus ou moins qu'on l'a mise dehors, tellement elle était insupportable avec les vendeuses, ce qui serait certainement faux, mais peut-être que c'est aussi comme elle n'a pas voulu sa clientèle, n'est pas devenue sa cliente, il se venge comme il peut, voilà. Ah bah oui, Poiret, ça, oui. Mais en même temps, Vort aussi, hein. Charles Frédéric. Jean-Philippe, je pense moins.
Jean-Philippe, il est vraiment, c'est un artiste, peut-être plus modeste. Charles Frédéric, je pense, avait quand même un ego assez important, mais en même temps, l'interview que je citais en fait une figure plutôt assez sympathique malgré tout. En fait, je dis qu'il a un ego important parce que c'est l'image qui a été donnée de lui dans tous les textes que j'ai cités. Tous ces lieux communs, en fait, ils sont nés soit autour de Leroy, soit autour de Worth, essentiellement. Est-ce que ça se fonde sur une réalité? C'est pas si sûr que ça, parce que quand même il y a plusieurs textes, surtout le fameux texte Addition 71, interview, où il paraît quand même quelqu'un d'assez simple. Alors là, la baguette, c'était avec la mannequin, c'est pas avec la cliente. Donc, alors je sais pas si ça remarche. La baguette qu'il utilise, c'est en la création de l'œuvre sur le mannequin. Alors il faut voir qu'en plus les mannequins, donc c'est utilisé pour être mis. Donc voilà, le mannequin au 19e, il y a aussi la question du contact physique du corps du mannequin avec le vêtement lui-même. Alors voilà, les mannequins au 19e siècle, moi j'ai pas spécialement trouvé d'image, mais c'est décrit, et il y a même des changements, portent normalement une sorte de juste au corps qui couvre entièrement leur corps, qui est noir. À un moment, j'ai lu qu'il devenait gris dans une certaine maison, et il y a la presse qui en rend compte. Sûrement c'est plutôt par respect pour la cliente, c'est-à-dire que la cliente ne veut pas imaginer porter un vêtement qui puisse avoir touché la peau de ces femmes jugées potentiellement de petites vertus. Voilà. Donc là ici, je pense qu'on est plus. Moi, ça me fait vraiment penser à la badine qu'on retrouve aussi beaucoup dans les images de Dior quand il crée lui aussi. Là, on est plus proche pour moi vraiment justement de l'artiste. Alors ça fait penser aussi, mais c'est différent au porte-pinceau de l'artiste. Puis je pense que tout simplement il a pas le courage de se lever, il reste assis et il montre à distance. Voilà, c'est pour des questions pratiques. Qu'est-ce qu'a changé la création de la chambre syndicale de la haute couture? Alors en fait, celle en 1911, j'ai été récemment à la recherche des statuts que d'ailleurs j'ai fini par trouver qui sont tout à fait inintéressants. Mais vraiment, en fait ils sont vraiment créés pour. Il y a rien en fait, il y a quasiment rien de défini dedans. Donc en fait, ça change pas grand-chose de fait. C'est juste que je crois que ça a été créé parce qu'il y a eu vraiment des dissensions au sein de la profession. Je pense que ça a surtout été créé il faudrait revoir les statuts, mais il y a peut-être des éléments plutôt liés à éventuellement à la contrefaçon, mais j'en suis même plus certaine. En fait, ça change. Oui, mais on n'est pas sur les statuts 1945 qui sont très très intéressants, qui eux définissent vraiment ce qu'est la haute couture, c'est-à-dire il doit y avoir un certain nombre de modèles, ils doivent être portés, présentés dans la maison, créés dans la maison, etc. Tout ça n'est pas défini du tout antérieurement. Oui, c'est une ébauche. Je pense que ça a été fait dans l'urgence parce qu'il y a eu une bisbille quelconque et ça a vraiment été fait dans l'urgence. D'ailleurs, je crois qu'il y a un hiatus. Je pense que la maison commune entre guillemets est dissoute en 9 ou 10 et seulement 11 qui promulguent les statuts. Donc c'est vraiment qu'ils ont dû ils ont dû faire avec en fait. Voilà. À quelle époque l'industrialisation de la couture a démarré? Alors, qu'est-ce que vous définissez? Moi, j'en comprends. À partir du moment où on passe du sur-mesure intégral à des premiers prêt-à-porter, en fait. Oui, vous voulez parler de l'avènement du prêt-à-porter. Bon, alors ça c'est mon autre spécialité, donc c'est très facile. C'est 1951, donc c'est assez simple. En fait, donc il y a deux choses. En fait, c'est-à-dire donc j'ai expliqué que la haute couture, elle vient de la confection, mais la confection n'est pas le prêt-à-porter. La confection, c'est à partir des années 1830 et donc l'émergence de ce nouveau type de magasins qui sont les magasins de nouveautés, donc qui ont pour spécificité de présenter des marchandises qui sont étiquetées à prix fixe, qui sont clairement visibles et pour lesquelles les clients n'ont pas l'obligation d'achat et qui sont présentés dans des comptoirs, c'est-à-dire qu'ils sont évidemment pas suspendus sur des cintres. On va voir un vendeur et on demande qu'il nous montre ce qu'il a au rayon des confections. Donc les premières confections, ça va être des vêtements qui ne sont pas ajustés sur le corps. Donc ça va d'abord être surtout des mantelets, des choses comme ça, donc assez amples, des collets, ensuite à la fin du siècle. Il va commencer à y avoir aussi des robes relativement vite, les années 1840, 1850, mais qui sont plutôt vendues ce qu'on appelle semi-confectionnées, c'est-à-dire que on va acheter des métrages de robes qui sont souvent imprimés ou brodés à disposition, c'est-à-dire faites avec des motifs en fonction de la forme future de la robe. Et soit on va acheter tout ça, donc mi-confectionné et terminer soi-même la robe à ses mesures, soit on les fait faire en donnant soit ses mesures, soit, comme c'est écrit dans les catalogues de vente à l'époque, en envoyant un corsage
aux mesures de la cliente, c'est-à-dire qu'on va prendre un vêtement qui va à la femme et on va prendre ces mesures-là et ce sont des couturières en chambre en fait qui vont les adapter. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la confection jusqu'aux années 50, ça dure très très longtemps, ce n'est pas une confection qui est faite dans des usines avec une coupe en matelas, c'est-à-dire plusieurs couches de tissus qui sont coupés avec un énorme coup de ciseaux, voilà, et qu'on peut faire 100 pièces identiques. Non, en fait, c'est une subdivision des tâches entre plusieurs couturières qui travaillent chacune chez elles, qui ramènent, ensuite ça se réassemblé, etc. Donc c'est très lent. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que c'est pas... Alors, ça va évoluer. Au 19e, ça peut être des pièces quand même plutôt de qualité. Je pense par exemple à beaucoup de collets qu'on a qui sont conservés des grands magasins au Louvre, au Bon Marché, Printemps, etc., qui sont des pièces assez luxueuses. C'est-à-dire qu'une cliente de haute couture peut aussi, pour certains types de vêtements, aller se fournir dans les grands magasins. Ensuite, dans la première moitié du XXe siècle, les choses commencent à évoluer et je dirais que la qualité de la production de la confection baisse. Quand on s'habille très bien, on va dans la haute couture. Quand on est moins riche, mais qu'on veut quand même assez bien s'habiller, on va voir la petite couturière de quartier où on fait soi-même ses robes avec les patrons, etc. Mais on va pas se fournir tellement dans la confection. Peut-être dans les grands magasins parisiens, il peut y avoir des choses, voilà. Mais c'est souvent c'est donc pas fait de manière industrielle, donc c'est pas efficace, c'est pas rentable au point de vue financier, et ça suit pas tellement la mode. C'est pas très élégant, voilà. Et là, j'ai pas parlé de la confection côté masculine qui est amorcée encore plus tôt avec la belle jardinière et puis avec les habits pour vraiment les débuts, c'est pour les uniformes militaires. Mais ça, c'est vraiment côté masculin. Et donc, pour revenir au côté féminin au XXe siècle, c'est seulement alors à partir de la Seconde Guerre mondiale. Pendant cette période, la haute couture parisienne, évidemment, perd du terrain puisqu'on est sous l'occupation. Et donc, notamment les Américains, qui jusqu'à présent venaient très régulièrement, enfin, vont continuer à faire après-guerre, mais on va voir que ça marche plus très bien, acheter les modèles et avoir le droit de les copier aux États-Unis, ils arrivent à se fournir à faire 100. Et qu'est-ce qui prend le relais là-bas? C'est le ready to wear, donc le prêt-à-porter, qui est mis en place. Et comme c'est un pays qui est beaucoup plus riche que nous, ils ont aussi une industrie qui est beaucoup plus développée. Et ils vont utiliser, donc ce que je disais, certains types de nouvelles machines à coudre. Alors bien sûr, oui, la machine à coudre, elle est utilisée avant aussi en haute couture. En haute couture, ça veut pas dire pas de machine à coudre. C'est-à-dire pour certains types de points, on va faire à la main, d'autres, ce sera fait à la machine à coudre. On va surtout faire ces fameuses coupes en matelas, et ça va être fait en usine, et tout va être rationalisé. Donc ça existe pendant la Seconde Guerre mondiale. Retour en France après la Seconde Guerre mondiale, nous avons énormément bénéficié pour cela, et c'est complètement inconnu j'en ai parlé dans l'expo sur les années 50, du plan Marshall. Le plan Marshall, en fait, a permis ce qu'on a appelé les missions de compétitivité, c'est-à-dire de l'espionnage industriel officiel pour toutes les branches de l'industrie, et a donc permis, alors notamment en français, mais j'imagine peut-être d'autres, peut-être les anglais, je ne sais pas. En tout cas, les Français ont pu aller faire l'espionnage industriel branche par branche, partir un mois et voir toutes les usines justement de prêt-à-porter aux États-Unis, noter consciencieusement les références des machines, voir comment ils font, et ils ont fait pareil en France. Et en particulier, donc il y a deux personnes, il y a Albert Lempereur et il y a la maison Veil qui change de nom, qui avait un autre nom, j'ai oublié le nom avant, qui change de nom à ce moment-là, et la maison Veil en 51 invente même le terme de prêt-à-porter, qui est très critiqué à l'époque comme étant non conforme à la langue française, ça devrait être prêt à être porté, et non pas prêt-à-porter, et invente et importe les techniques, mais aussi le savoir-faire, le style. C'est-à-dire que désormais, la haute couture, le prêt-à-porter va suivre la haute couture, avant que, à partir de 68, soit presque l'inverse, on dirait, c'est un peu exagéré, mais qu'il y ait en tout cas la mode de la rue qui invente peut-être plus rapidement que la haute couture. Et donc, on peut s'habiller très très bien en prêt-à-porter à partir des années 50, avec des pièces très élégantes, voilà. Et ça, c'est vraiment un changement radical. Et c'est donc très tardif, si ça répond à votre question.